Comment tu as fait pour décrocher un job d'expat? C'est difficile. Peux-tu nous expliquer comment? C'est une question que j'ai reçue en commentaire et j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je pense que ça peut donner des idées, inspirer certaines personnes. Ça peut être une histoire intéressante pour ceux qui envisagent un parcours équivalent. Bien évidemment, ce que je vais raconter, ça s'est passé il y a 12 ans. Donc c'est vieux, le contexte a changé, je détaillerai au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est pas forcément reproductible en 2024. Tu peux juste t'en inspirer, ça peut te donner des idées, mais c'est pas du tout garanti que tu obtiennes et que tu fasses la même chose en 2024. C'était en 2012. Donc on est en 2012. En 2012, c'est là où j'ai décroché mon premier job d'expat. Qu'est-ce que c'est qu'un job d'expat? C'est quand en fait une entreprise de ton pays, par exemple la France en l'occurrence, t'envoie travailler dans un pays et qu'en fait tu es payé dans un pays étranger avec un contrat français en euros, tu travailles pour une entreprise française, tes collègues en France sont français, donc tu communiques avec eux, et tes clients ou éventuellement tes collègues de tous les jours en fait sont des étrangers dans le pays dans lequel tu es expatrié. Moi en l'occurrence, il fait chaud aujourd'hui. Moi en l'occurrence c'était la Russie. Mon premier job d'expat, je l'ai obtenu à Moscou, capitale de la Russie. C'était en 2012. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, ça commence par un premier voyage que j'ai fait en 2011 en Russie. Pourquoi la Russie? Tout simplement parce que j'ai des origines russes et que j'étais intrigué par la Russie parce que voilà, c'est mes origines, etc. Je parlais un petit peu russe, etc. Tu vois, j'avais une grand-mère qui parlait couramment russe. Enfin, tu vois, que j'ai connu encore. Mon grand-père, il est mort avant que je sois né. Donc, tu vois, ça m'intriguait. Je voulais aller voir le pays de mes origines. Donc, ce que j'ai fait en 2011, c'est que j'ai pris un billet pour Moscou et je suis resté un petit peu à Moscou. Et de Moscou, j'ai pris le train jusqu'à Vladivostok. Voilà, ce qu'on appelle le transsibérien. Moi, j'ai fait ça en plusieurs parties. Je l'ai pas fait d'une traite. Je me suis arrêté en fait dans plein de villes en Russie. Le voyage a duré 1 mois. Et en fait, j'ai adoré le voyage, et à l'époque, donc je te parle de 2011, hein, donc faut se remettre dans le contexte, c'était il y a 13 ans, et j'avais super bien aimé mon voyage, voilà, j'avais reconnecté avec mes origines, voilà, je m'entendais bien avec le peuple, etc. Et puis j'étais un petit peu tombé amoureux de la Russie, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller vivre dans ce pays-là. J'avais fait un grand voyage d'1 an et demi, en fait, en 2010-2011, et la Russie, c'était le pays qui m'avait le plus plu. Bien évidemment la Russie ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je sais pas, je pouvais pas trop l'expliquer en fait, ça m'attirait, je voulais y vivre, je connectais bien avec les gens, j'avais passé un bon voyage sur place, c'était mes origines, donc je me suis dit je vais m'installer là-bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au russe à fond. J'en faisais matin et soir, j'en faisais tout le temps, etc. Je communiquais avec des gens en Russie, tu vois, pour améliorer mon russe, ce qui fait qu'au bout de un peu moins d'1 an, je communiquais pas mal en russe. Alors, j'étais pas bilingue à l'époque comme aujourd'hui, mais voilà, quand j'ai décroché mon job en Russie, enfin du moins d'expatrié en Russie, nuance, j'avais un niveau B2, un bon niveau B2, je pouvais communiquer, je faisais quelques fautes, etc. Je manquais de vocabulaire, mais je pouvais lire, écrire, etc. Et potentiellement, je pouvais rapidement obtenir un bon niveau de russe, chose que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'après je suis resté en Russie. Et puis j'ai communiqué avec les clients, avec ma femme, etc. Les copines que j'avais sur place. Mais bon, j'avais un bon niveau de russe déjà pour un Français, et c'est comme ça que j'ai pu me démarquer en fait. C'est que à l'époque, la Russie n'était pas la même qu'aujourd'hui. À l'époque, le pays était très ouvert. Le commerce avec l'Europe était en plein, marché plein pot. Il y avait les boîtes françaises, les boîtes allemandes, les boîtes américaines, etc. Il n'y avait aucun problème de sanctions, etc. C'était avant la Crimée encore. Tu te rappelles la Crimée, l'événement de la Crimée en 2014. Avant ça, le rouble était assez fort. Moi, quand je suis arrivé en Russie, donc en 2000, c'était à peu près, je crois de mémoire, 38 roubles, je crois. 38 roubles pour 1 euro. Tu vois, aujourd'hui, on est à peu près à 100 roubles pour 1 euro, pour te dire. Donc le rouble était fort, l'économie russe ça se portait plutôt bien, les gens, enfin les entreprises, etc. J'entrerai dans le détail après, les entreprises achetaient beaucoup de matos européens.
Et en Europe, on cherchait des profils en fait qui étaient à la fois commerciaux. Moi, c'est mon cas. À l'origine, je suis dans le commerce, je suis technico-commercial, et qui parlent à la fois anglais, parce que l'anglais c'est la base pour te faire expatrier, et le russe. Voilà. Alors en fonction de là où tu vas, ça peut être le mandarin, ça peut être le japonais, ça peut être l'espagnol, mais moi c'était le russe. Moi je voulais vivre en Russie, donc c'était le russe. Et moi j'avais les 3 langues. Voilà, j'avais le français, l'anglais et le russe. Ok. Et en 2012, c'était difficile de trouver des profils qui étaient à la fois jeunes, qui étaient à la fois technico-commerciaux, donc commerciaux, mais comprenant facilement, si tu veux, des produits techniques. Moi, je suis un passionné de mécanique. Donc, tout ce qui est technique, etc., machine, électronique, j'y comprends facilement parce que c'est ma passion. Donc, quand c'est ma passion, forcément, voilà, moi, dans un environnement technique, je suis à l'aise, tu vois. Et j'avais le russe. Et à l'époque, c'était difficile de trouver des profils comme ça, à la fois assez jeunes, technico-commerciaux, qui parlaient russe et qui voulaient vivre en Russie. À l'époque, il n'y avait pas tout ce mouvement qu'il y a aujourd'hui. C'est même plus qu'un mouvement, c'est la propagande de venir en Russie, c'est super. À l'époque, personne n'en parlait de la Russie, personne ne voulait y aller. C'était très rare, c'était pas du tout une destination mise en avant, populaire, etc. Et tout ce mélange fait que j'ai très rapidement en fait décroché un job d'expat en Russie à l'époque. J'avais même le choix, dis-toi, j'avais le choix entre plusieurs boîtes j'avais même le choix de pays. Il y avait une boîte qui voulait m'envoyer au Kazakhstan, et j'avais plusieurs boîtes en Russie. Et après, j'ai pris la boîte qui me semblait avec les produits les plus intéressants, les plus en vogue à l'époque. Dans les produits que je vendais, je voyais du potentiel. J'étais dans le pain, moi, tu sais, les machines pour tout ce qui est équipement pour le pain, pas vraiment machine, mais équipement pour le pain. Et le pain à l'époque, c'était un truc qui était en boom en Russie, tu vois, les boulangeries, etc. C'était un truc qui était en train de prendre, et je le savais ça. Donc j'avais même le choix, et donc j'ai décroché rapidement quand je me suis mis à chercher. En fait, d'abord j'ai bien bitonné mon russe, mais quand je me suis mis à chercher, c'est peut-être déroulé 2 mois avant que je donne mon accord pour devenir expat à Moscou, tu vois. Donc ça s'est déroulé comme ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Après, forcément, j'ai déménagé à Moscou. C'était quand j'ai déménagé à Moscou. Ensuite, je me souviens, l'hiver 2012-2013, là, c'était un hiver particulièrement froid, je me souviens. Il faisait des -20 à Moscou, etc. C'était très enneigé, très froid. Pour une première expérience d'hiver moscovite, c'était pas mal, parce qu'après les hivers que j'ai connus étaient moins froids, moins enneigés. C'était particulièrement froid celui-là. Et comment ça s'est passé? Voilà, je me suis installé à Moscou, j'ai pris un appart qui était payé par la boîte. Et puis j'ai passé jusqu'à... alors tout allait très bien au niveau business, tout allait très bien jusqu'à la Crimée en 2014, où le rouble a pris une tannée. Donc en gros, en l'espace de quelques mois, je me suis retrouvé à vendre, parce que moi je vendais en euros, je me suis retrouvé à vendre 2 fois plus cher qu'avant. Donc forcément, ça a ralenti les ventes. Il y a aussi la concurrence chinoise qui est arrivée, qui à l'époque était merdique. Hein. Bon, aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré quand même, les produits chinois, mais à l'époque, les produits chinois, c'est vraiment de la merde. Mais mine de rien, ils étaient tellement peu chers que forcément, il y avait de la concurrence. Il y avait aussi quelques concurrents russes qui étaient en train de monter. Donc le business est devenu plus difficile. Ce qui fait que je me suis retrouvé fin 2015 à devoir quitter la Russie pour l'Asie en tant qu'expat. Parce que le business n'était plus aussi florissant qu'avant, quoi. Mais en fait, voilà comment ça s'est passé. Comment j'ai fait? Tout simplement 3 compétences en langue: français, anglais et russe. Compétences commerciales avec je dirais une compétence technique. Ça veut dire que voilà, dès qu'il faut vendre de la machine, dès qu'il faut vendre de la bagnole, dès qu'il faut vendre un truc électronique, hydraulique, ou un truc où il y a un petit peu de technicité, en fait, moi, je suis vachement à l'aise. Je suis pas juste un vendeur, de contrats de banque ou contrats d'assurance, etc. Moi, j'ai une vraie connaissance et possibilité de vendre des produits techniques. Et c'est ça ce mélange-là qui avait fait la différence. Plus le fait qu'à l'époque, je te disais, mon profil était recherché, en fait. Il y avait pas beaucoup de gens qui voulaient y aller. Pourtant, il y avait du business. 2012, c'est pas 2024. Aujourd'hui, c'est difficile de te faire envoyer en Russie. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes européennes qui y vont en ce moment. Mais entre les sanctions, etc.,
voilà, le move général plutôt vers l'Asie, anti-Occident, etc. Bah, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est à l'époque qu'il fallait y aller. À l'époque, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était pas du tout un pays qui était mis sous les projecteurs, la Russie. Pourtant, à l'époque, si tu voulais bosser en Russie et être bien rémunéré, avec plein d'avantages, etc., si tu avais le russe, c'était relativement facile même. Hein. Franchement, c'était... moi, j'avais le choix, quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus de gens veulent y aller parce qu'il y a de la propagande, parce qu'il y a aussi de la, comment dire, voilà, de la vente de Russie qui est faite sur Internet, mais aussi, voilà, pour des raisons idéologiques, etc. Se plier en avant. Par contre, c'est beaucoup plus dur d'y aller parce que voilà, des boîtes qui vont t'envoyer en Russie maintenant faire l'expat. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ça doit être beaucoup plus difficile. Déjà, tout ce qui est machine, etc., c'est ultra mort. Tout ce qui est alimentaire, etc., ça doit être très compliqué. Voiture, j'en parle même pas. Le contexte est complètement différent. Puis à l'époque, bon, il n'y avait pas encore trop, je pense, de Russes qui parlaient couramment le français et qui pouvaient en fait faire le job d'un Français en Russie. Ce qui justifierait en fait le salaire. Il faut savoir que en 2012, 13, 2014, 15, etc. Même je dirais jusqu'à 2018, par là. Jusqu'à 2018, 2019. Bah ouais, t'étais envoyé par une boîte européenne, occidentale. T'avais ton package, t'étais bien payé, t'avais la part de fonction, voiture de fonction, si tu te débrouillais bien, t'avais des voyages payés, etc. Bref, les entreprises étaient prêts à payer pour ces gens d'expat. Aujourd'hui, le contexte est différent et bah tu peux aussi embaucher un Russe pour 4 fois moins cher. Hein. Où t'as pas besoin de payer d'appart de fonction, pas de voiture de fonction, le salaire tu peux le diviser par 3, et le mec, voilà, il sera pas natif français, mais il parlera suffisamment français pour communiquer avec toi et que tu puisses vendre des produits en Russie, quoi. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que là, avec le move, le conflit Occident-Russie, on va dire, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes qui seraient prêtes à t'envoyer en Russie maintenant? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont confiance? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas pour parler de la Russie que je fais cette vidéo. Je t'explique juste mon premier emploi en tant qu'expat, comment j'ai décroché. Mais ça peut être pour le Japon, ça peut être pour la Chine, ça peut être pour le Brésil. J'ai connu des gens qui étaient envoyés en Brésil ou qui étaient envoyés au Brésil avant de venir en Russie. Japon, beaucoup. J'ai connu d'expats. Thaïlande, j'ai connu des expats. Taïwan également, expat de gens envoyés par des boîtes françaises. Donc, toi, tu peux potentiellement reproduire ça avec un autre pays. Voilà. C'est juste qu'on va en général te demander la langue du pays et puis voilà des compétences, quoi. Soit un diplôme avec de l'expérience. Il faut que tu te débrouilles pour te mettre dans un contexte où bah tu es assez rare. Tu es assez rare tout en étant demandé sur le marché. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis, disclaimer, ce que je dis, c'est pas forcément reproductible. Moi, c'était il y a longtemps. Et voilà, moi, j'avais, bah, si tu veux, ce panel de compétences qui fait que j'étais juste, en fait, j'étais juste au bon endroit, au bon moment, dans le bon contexte, avec les bonnes compétences. Il suffirait que tu aies une compétence en moins, par exemple, tu n'avais pas le russe, ou tu n'avais pas la compétence technique, ou pas compétence commerciale, tu n'étais pas embauché. Tu vois, moi, j'avais juste, en fait, la chance j'avais bossé aussi le russe, etc. Mais j'avais juste la chance, en fait, d'être pile dans la bonne zone pour être recruté à ce moment-là, dans ce contexte précis. Ok ? Si tu as d'autres questions, si vous avez d'autres questions concernant la vie internationale, faites-moi savoir en commentaire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Là dans la description, le premier lien, vieinternationale.com. Moi, je vais te laisser, je suis en train de cuire. Je sais pas comment vous faites pour vivre en Thaïlande toute l'année. Hein. Moi, la chaleur, c'est un truc que je supporte plus. Abonne-toi si c'est pas encore fait, partage et commente. À plus tard, ciao.